l'invitation. On va vous parler de stratégie de marque engagée ce matin. Pourquoi est-ce le bon moment de construire votre stratégie de marque engagée et comment le faire? Voilà notre sujet. Alors, euh, pour pour aborder ce sujet, plusieurs personnes. Michael Couteau, qui va nous apporter son témoignage. Merci Michael d'avoir répondu présent à l'invitation. Je suis moi-même Laetitia Sartori, je suis directrice générale associée chez LinkUp et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence avec Margot de Keror, qui est directrice conseil. Voilà, on va assez rapidement poser un peu le contexte et les enjeux de pourquoi, de notre point de vue, c'est important en effet maintenant de travailler sur sa stratégie de marque engagée. Mika va nous apporter un témoignage à la fois sur sa fonction de responsable RSM, et c'est assez intéressant et encore original aujourd'hui. Et puis, il va nous apporter un témoignage un petit peu de ce qu'il vit chez Pernod Ricard sur ce sujet. Et puis, on va essayer de dresser un petit peu les points concrets qui font qu'une stratégie de marque engagée est pertinente et quels sont un peu les guidelines à avoir en tête et comment on l'aborde, nous en tout cas. C'est notre vision chez LinkUp. Voilà un petit peu pour le programme. Alors, juste peut-être quelques mots pour nous présenter LinkUp. LinkUp, nous sommes un cabinet de conseil et une agence de communication spécialisée sur les sujets de l'engagement. Voilà, à la fois conseil, à la fois communication, avec une équipe aujourd'hui d'une 30aine de personnes. On a fêté nos 14 ans et on travaille, on accompagne nos clients sur les sujets de la RSE. Sur les sujets de la stratégie de marque engagée, c'est notre sujet aujourd'hui, et également sur les sujets du changement de comportement, un peu plus avec des techniques particulières. Nous sommes, vous voyez notre mission qui s'affiche à l'écran. Nous sommes entreprise à mission, certifiée Bicorp pour ceux qui nous connaissent pas. En tout cas, chez LinkUp, il y a 3 grandes dimensions en fait qu'on articule avec nos clients et qui combinent nos expertises. La première, c'est évidemment l'engagement, comment on accompagne à la fois l'entreprise, plus au niveau corporate, à co-construire, à donner de l'ambition aux stratégies, aux démarches RSE. On accompagne, c'est notre sujet du jour, la marque également, comment de cette stratégie RSE, on vient traduire les engagements les plus justes et on vient les définir dans une stratégie de marque engagée pour qu'elle soit la plus propriétaire et la plus spécifique à la marque. Une fois que est bâti ces engagements, cette stratégie d'engagement, que ce soit au niveau corporate ou au niveau de la marque, il y a cette dimension de savoir la raconter et de bien la raconter. Et donc, on travaille évidemment sur la conception d'une communication qui soit la plus juste possible, et ça c'est important dans un contexte de greenwashing, parfois de méfiance des consommateurs. Et évidemment, quand on est sur de la stratégie de marque engagée, on doit convaincre, et la tonalité de la sincérité est quelque chose qui est important chez LinkUp. Et puis le dernier point, l'engagement, savoir raconter, le récit, c'est aussi savoir mobiliser, engager les parties prenantes, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de la marque. Et puis, agir sur les comportements parce que on a besoin de faire bouger les comportements, que ce soit d'un point de vue plus environnemental ou sociétal, qu'on soit au sein de l'entreprise, aider les collaborateurs à adopter de nouveaux comportements, travailler avec ses consommateurs en tant que tels, en bout de chaîne pour une marque, pour favoriser d'autres types de comportements. C'est les techniques du changement de comportement qui nous aident à ça. Donc voilà un petit peu pour nous présenter et tout de suite, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec quelques éléments de contexte.
Premier point, c'est que d'un côté, on a des consommateurs qui aujourd'hui sont de plus en plus avertis, mais qui demandent des solutions. On a des consommateurs qui sont toujours plus concernés par les sujets du développement durable. On a appris le sujet du dérèglement climatique parce que finalement, c'est le sujet qui arrive dans le top of mind globalement quand on interroge les citoyens. On a mis ce chiffre. Près de 90% des habitants du monde partagent la certitude qu'un dérèglement climatique est en cours. Quand on interroge plus spécifiquement les Français, le changement climatique arrive en deuxième position, juste après l'inflation. Ça montre bien que non seulement ils sont concernés, mais que c'est une véritable préoccupation dans leur quotidien. Ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est cette dimension aussi positive, c'est que les consommateurs, les citoyens pensent que l'avenir est encore entre nos mains. On le voit sur ce baromètre, 60% pensent qu'ils ont à la fois la possibilité d'agir, mais que globalement, les acteurs de la société ont la possibilité d'agir vers cette réussite d'une transition. Ce qui est intéressant dans cette slide, et c'est le schéma et les chiffres que vous avez sur votre droite, c'est que quand on leur demande qui peut agir, l'entreprise, la marque, font partie des acteurs clés de cette transition. 55% des Français pensent que les entreprises et les marques sont des acteurs clés à ce sujet. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on dirait plutôt que l'acteur de premier plan serait plutôt les associations, les ONG. Eh bien non, c'est 39%, les Français pensent à 39% qu'évidemment, ils ont un rôle à jouer, mais juste derrière les entreprises. Alors évidemment, en première, les premiers acteurs qui sont cités restent néanmoins les instances gouvernementales. Mais enfin, ça montre cette attente de la part des citoyens et des consommateurs que les entreprises et les marques ont un rôle à jouer pour faire bouger les choses. Et ça, c'est extrêmement positif. D'un autre côté, ce qu'on voit, c'est que les entreprises et les marques, particulièrement, c'est notre sujet aujourd'hui, elles peinent un peu à aborder ce sujet de l'engagement. Et pourtant, bon nombre d'entre elles ont avancé sur leur plan d'engagement et ont de véritables solutions à mettre en avant. Alors, on a regardé quelques chiffres et comment en fait les consommateurs perçoivent ça. Ce qu'on peut dire et l'analyse qu'on peut en faire, c'est qu'il y a globalement un déficit d'information, de transparence qui est perçu par les consommateurs. Là, il y a deux chiffres qui sont intéressants et qui montrent un petit peu une espèce de dialogue de sourds entre ce que pense l'entreprise, ce que pensent les consommateurs. Ce qu'on voit sur ce chiffre-là, c'est que 65% des entreprises pensent que leurs consommateurs sont parfaitement au courant de leur démarche d'engagement. Et à contrario, quand on interroge ces consommateurs, eux disent à 50% qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils n'ont même aucune information, pas suffisamment d'informations, aucune information pour vérifier les allégations qui sont soutenues par les marques. Donc, il y a deux sujets. Il y a à la fois ce dialogue de sources, c'est ce que je disais, un peu cette incompréhension entre les deux. Et en même temps, il y a un deuxième sujet qui est assez intéressant, c'est que les consommateurs sont en attente non seulement de connaître les engagements des marques, mais aussi de pouvoir avoir des éléments de preuve, de pouvoir vérifier, de pouvoir s'appuyer sur du concret par rapport à ce que dit la marque. Ça, c'est extrêmement intéressant et on reviendra sur ce point un petit peu plus tard dans la démonstration. Alors, en même temps, les consommateurs veulent en savoir plus, les entreprises sont un peu frileuses et on peut comprendre qu'elles soient frileuses, que les marques soient frileuses, parce que force est de constater que les consommateurs, il y a quand même une méfiance pour certains. Les marques sont assez vite accusées de greenwashing et quand elles n'en disent pas assez, elles sont accusées de greenwashing. Donc, voilà, c'est compliqué pour une marque de sortir un petit peu de cette vision-là. Et je vais laisser la parole à Margot pour continuer sur ces points de contexte. Donc, en effet, comme le disait Laetitia, c'est compliqué. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que les marques ont vraiment intérêt à s'engager, à s'exprimer, à communiquer à ce sujet, ou est-ce qu'il est préférable de se taire tout simplement? Est-ce qu'il est bon de penser que les consommateurs vont vraiment préférer une marque qui propose des produits, des services avec des engagements, ou est-ce que finalement on se dit que c'est juste un effet de mode et qu'on peut faire abstraction du sujet? En d'autres termes, les stratégies de marque engagée sont-elles réellement des leviers de création de valeur? Donc, tout d'abord, avant même de créer de la valeur, encore faut-il ne pas en détruire. Et s'engager, ça va permettre d'abord de se conformer aux réglementaires et donc tout simplement d'avoir le droit de vendre. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de réglementations, de normes, de lois qui sont de plus en plus exigeantes et ce dans tous les secteurs. Pour ne citer que quelques exemples, donc on voit la loi climat et résilience, la loi AGEC, les différents types de scoring comme le Nutri-Score ou l'EcoScore qui vont demander aux marques d'opérer certains changements et des changements rapides. Pourquoi? Parce que le risque, bien sûr, c'est la sanction et les sanctions, elles sont réelles et elles peuvent être très lourdes. Là, on a mis un exemple assez intéressant qui date d'à peine il y a quelques jours, qui concerne Lidl, qui a été contraint à une amende de 328 000 € pour défaut d'information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées. Donc on voit qu'un petit faux pas peut vraiment avoir de grosses conséquences. Parce que là, on parlait d'une partie de l'offre de Lidl non alimentaire. Dans le non alimentaire, que quelques produits de l'électroménager, de la cuisine, du bricolage et encore plus précisément des pièces détachées. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer l'impact que peut avoir le fait de ne pas se conformer au réglementaire qui va grever la valeur de l'entreprise et entacher son image. Donc pour ne pas se mettre en retard, s'engager pour se conformer au réglementaire. Au-delà même de la pression du réglementaire, il y a aussi une énorme pression des actionnaires, des distributeurs, des différentes parties prenantes qui vont eux aussi décider ce qui peut se vendre et ce qui n'a pas le droit de se vendre. Parce qu'en effet, le risque ici, c'est de voir son produit et son service ne pas être référencé par un distributeur, par exemple, parce qu'il ne répond pas au cahier des charges de l'engagement. Donc si on vient au niveau des actionnaires, on voit que les actionnaires de Tesco, par exemple, avaient mis la pression à l'enseigne pour qu'ils changent leur offre et que leur gamme intègre davantage de produits sains, monter à 65 de leur offre, afin de lutter contre l'obésité. Si les actionnaires mettent la pression aux distributeurs, par effet de cascade, forcément, les distributeurs vont mettre la pression à leurs fournisseurs. Là, on en vient à nos exemples mentionnés ici comme Walmart, qui, dès les années 2000, s'était dit après à consentir des conditions un peu plus souples pour les fournisseurs qui présentaient une performance écologique dans leurs produits. Plus récemment, en France, on a l'exemple de Carrefour qui s'est doté d'un directeur RSE fournisseur qui reporte directement au responsable développement durable groupe pour gérer donc cette relation avec les fournisseurs qui intègre désormais la notion de responsabilité, de durabilité. Et on sait très bien que les négociations distributeurs-fournisseurs, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc si maintenant il y a quelqu'un qui est spécialisé dans cette dimension d'engagement dans les négociations, on voit bien que l'engagement devient clé dans ce rapport de force. Et au-delà donc des distributeurs actuels, pour pouvoir voir ces produits et ces services être proposés dans les nouveaux canaux de distribution, il va falloir aussi, pour certaines marques, opérer des changements. On le voit avec l'exemple du vrac, qui a demandé aux plus grandes marques de revoir leur conditionnement pour pouvoir proposer leurs produits en vrac, aussi bien dans les réseaux spécialisés comme Day by Day, mais aussi dans les distributeurs classiques comme les grands distributeurs comme Carrefour, puisque la loi impose que les distributeurs aient 20% de leur offre en vrac d'ici 2030. Donc ça, c'était l'exemple du vrac, mais on voit aussi émerger de nouveaux concepts dont l'offre de produits est 100% durable, comme le suggère cet exemple de relais dans les aéroports. Donc voilà, donc tous ces nouveaux modes de distribution vont également changer la donne et demander une transformation des marques vers plus d'engagement.
Donc là, on était dans déjà ne pas prendre de retard, mais il faut aussi juste être à l'heure parce que s'engager va permettre aux marques de continuer à faire ce qu'elles font, c'est-à-dire satisfaire leurs consommateurs et donc être à l'heure des attentes du nouveau consommateur. Donc, pour préserver donc la valeur de la marque. Donc, satisfaire ces consommateurs, c'est déjà répondre à leurs attentes et on l'a vu précédemment avec Laetitia, les consommateurs demandent de plus en plus d'engagement depuis des années et la tendance se poursuit et tous les types de consommateurs. On voit ici que ça concerne les jeunes avec 93% d'entre eux des moins de 30 ans qui demandent à ce que les marques s'engagent, mais c'est également vrai pour les plus seniors puisque ça concerne 84% des plus de 65 ans. Donc c'est un moyen de répondre à leurs attentes actuelles, mais aussi sur le long terme, d'entériner la valeur de la marque et de fidéliser ses propres consommateurs avec 9 consommateurs sur 10 qui se disent plus susceptibles d'être fidèles à une marque qui offre une transparence totale, ce qui est un élément clé de l'engagement. Donc finalement, tout cet engagement va venir nourrir la préférence de marque, comme on le voit avec l'exemple du Petit Marseillais, marque préférée des Français en 2022, notamment, entre autres critères bien sûr, parce que, ils ont pris des réels engagements. Il y a des réelles preuves. Les produits sont fabriqués en Europe, avec notamment une usine italienne certifiée neutre en carbone, et cetera. Ils ont une offre avec des recharges recyclables et entre autres éléments. Donc on voit que cet engagement est venu nourrir la marque et donc générer cette préférence de marque. Bien sûr, on parle de valeur, donc on ne peut pas parler de valeur sans regarder l'impact business de l'engagement. Et donc, ça va être également un levier pour aller chercher plus de business, donc accroître les ventes et capter de nouvelles parts de marché. En effet, s'engager, ça peut être un levier pour vendre plus. Et Thierry est un bon exemple parce qu'on voit que pour eux, l'engagement s'est montré aussi rentable, aussi bénéfique qu'une mécanique promotionnelle, puisque là, vous voyez le dos d'un pack qui a été 100% dédié à une cagnotte pour aider les agriculteurs à s'équiper, se former, améliorer le bien-être animal. Donc, on voit que cette partie clé du pack a été complètement dédié, utilisé à promouvoir l'engagement. Ce qui est intéressant, parce que le groupe Bell est un groupe qu'on accompagne depuis 7 ans maintenant, et notamment la marque Kiri. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kiri a vraiment développé une véritable stratégie de marque. Donc là, on a pris cet exemple pour montrer comment, en effet, ils utilisent la mécanique réservée à la promotion en général pour faire valoir les engagements de la marque et cet engagement particulier. C'est un très bon exemple de stratégie de marque engagée, Kiri, parce qu'en effet, ils ont commencé autour d'un engagement plutôt groupe autour de l'amont laitier, au niveau de toutes les marques. Sur Kiri, ils l'ont porté avec toute une campagne et ils l'ont vraiment adapté. Ils ont priorisé les éléments de preuve pour que ce soit convaincant pour leurs consommateurs. Et en effet, là, on voit que au-delà des campagnes d'annonce presse, au-delà de ce qu'ils ont pu faire sur les réseaux sociaux, ils dédient un front of pack, alors pas dédié, mais en tout cas avec un appel et un dos de pack complètement à cet engagement autour de l'amont laitier, qui n'est pas forcément l'engagement le plus simple à raconter, mais ils le font extrêmement bien avec une activation. Voilà. Donc, ça nous semble être un très bel exemple pour montrer comment, en effet, on contribue vraiment à la préférence consommateur. Et en effet, il nous semble que si Kiri a dédié ce dos de pack à cette activation, c'est qu'elle est rentable. Donc, on a d'autres exemples, bien sûr, aussi dans les services, pas que dans les produits. Donc là, on a vu que c'était potentiellement un levier pour vendre plus, et également un peu plus cher. Forcément, quand on opère certains changements, quand on s'engage dans certaines dimensions, on sait que ça peut avoir un coût sur la chaîne de valeur et que ce coût peut se répercuter peut-être sur le prix du produit. Donc, même si le consommateur reste
forcément très sensible au prix qui est son critère d'achat numéro 1. Il ne va pas pour autant systématiquement punir une marque qui a une hausse de prix du fait de son engagement. On voit qu'un consommateur sur 3 se dit prêt à payer un peu plus cher des biens et des services plus responsables. Et là, on a mis en évidence l'exemple du lait, parce que là, ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce podium, on voit que c'est 3 marques qui portent des engagements variés en termes nutritionnels, environnementaux, etc. Et que la marque qui tire son épingle du jeu et à la première marche, première place sur ce podium, c'est qui le patron? Et pour autant, c'est qui patron, les prix sont fixés par le consommateur et on sait qu'ils sont un peu plus chers et en plus la marque n'est pas présente partout puisqu'elle est présente dans à peu près la moitié des, distributeurs en France. Donc malgré ce prix un peu plus élevé, malgré le fait qu'elle soit pas présente partout, elle reste, en 2018, numéro 1, des ventes. Voilà, Ce qui est intéressant sur ce podium aussi, hein, c'est que les 3 marques, hein, que ce soit Lactel et Candia, Grand Lait, si je vois bien, sont 3 marques, hein, qui sont engagées sur des items différents, mais voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que sur ce podium-là, en effet, les 3 marques sont les marques les plus engagées enfin, font partie des marques les plus engagées sur le secteur. Donc un levier pour vendre plus, un peu plus cher et à plus de consommateurs parce que adopter une stratégie de marque engagée, c'est aussi se donner une possibilité d'aller recruter certains consommateurs. On voit que 60% des consommateurs ont déjà opté pour des marques moins connues car elles proposaient des produits perçus comme plus respectueux. Et ça a été la stratégie, une partie de la stratégie de nombreuses marques. Par exemple, Aigle s'est servi entre autres de ses engagements pour moderniser sa marque et aller chercher une cible un peu plus jeune. Et d'un autre côté, Jules a utilisé aussi ses engagements à un moment de difficulté économique. Donc on voit que c'était un moyen perçu comme efficace et rentable pour aller chercher davantage de consommateurs. Donc ensuite, l'engagement, c'est aussi un moyen de pérenniser la valeur de la marque et d'anticiper les mouvements du consommateur, les mouvements de la concurrence pour éviter de subir, d'être disqualifié, de prendre du retard. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rester à l'heure. Donc tout d'abord, d'anticiper les besoins de ce consommateur. On sait bien qu'il n'y a pas un consommateur, que le consommateur, il est multiple, qu'en fonction de la conjoncture, qu'en fonction de la catégorie de produits, il ne va pas avoir les mêmes critères d'achat. Pour les produits bruts, il va peut-être aller vers des produits bio, alors que dans la cosmétique, il va se contenter d'une allégation sur la naturalité et la transparence des produits. Donc, c'est le rôle de la marque et du marketing de venir anticiper ce consommateur qui change et qui peut être contradictoire. Et surtout, d'anticiper sa volatilité potentielle. On voit que le marché bouge beaucoup et que le consommateur peut aller vers des petites marques, on l'a vu, moins connues parce qu'elles sont engagées. Et ce, dans tous les secteurs, on a vu des changements de marché. On a mis en évidence le cas des produits d'hygiène de maison avec des marques comme l'Arbre Vert, Rainette ou Maison Verte qui sont venues au fur et à mesure grappiller des parts de marché et devenir des vrais concurrents des leaders du marché que sont PEC ou Mir. C'est le cas bien sûr aussi dans le textile avec des marques comme Veja qui est déjà maintenant bien établie, mais aussi Fagwo ou encore plus récemment Asphalt qui deviennent des vrais concurrents pour les marques de prêt-à-porter plus classiques. Le cas d'Asphalt est assez intéressant. C'est une marque assez jeune qui propose quelques produits seulement, donc un t-shirt, un jean, etc. Uniquement à la commande, et c'est des produits qui co-construisent avec leurs consommateurs. Donc, ce qui fait que le consommateur, non seulement il est prêt à payer un peu plus cher, mais il est aussi prêt à attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir son produit. Alors que normalement, l'attente, on sait que c'est un gros irritant et un gros frein dans l'achat. Donc, l'engagement est plus fort que ça, est plus fort que cette petite hausse de prix, est plus fort que l'attente. Donc, bien sûr, là, on mentionne des exemples de produits, mais c'est également vrai dans les services. Et c'est ce qu'on met en évidence avec l'exemple de la finance verte et des banques plus éthiques, plus durables.
classiquement, on se dit que quand on parle d'argent, on a envie de mettre son argent dans des banques gages de fiabilité, de Ouais. sécurité, qui sont souvent l'apanage des grandes banques. Pour autant, on voit émerger plein de petites banques éthiques, Helios, La Neve, Greencode, Only One, qui n'ont pas toujours encore vraiment fait leurs preuves, hein, mais qui séduisent les consommateurs parce qu'elles portent vraiment davantage d'engagement et Et de donc valeur, ouais. et de valeur. Et donc, du coup, elles viennent pas complètement renverser le marché pour l'instant, mais elles viennent vraiment bousculer et elles viennent vraiment essayer de changer la norme. Donc voilà, donc s'engager, c'est un moyen de rester à l'heure et de pas se prendre cette vague de changement après coup et d'être disqualifié sur le marché. Et c'est vrai que ces marques, qu'on appelle RSM natives, hein, Asphalt, c'est le cas, Mmh. c'est Neobank, également, bah, elles viennent un peu bousculer, hein, les leaders du marché qui eux-mêmes, prennent des engagements et agissent. Alors parce que c'est aussi le sens de l'histoire, mais voilà, c'est intéressant et ça, je pense que dans à peu près tous les secteurs, on voit Mmh. ce mouvement-là. Mmh. Et donc du coup, bah, pour aller encore un cran plus loin, l'engagement va permettre de cranter la valeur, de la marque, en challengeant la norme. C'est ce qu'on voyait un peu avec toutes ces marques RSM natives, et en proposant des nouveaux codes, des nouvelles, lois du marché d'une certaine manière. Et donc en proposant une nouvelle oui, des nouveaux codes, les marques vont pouvoir peut-être prendre de l'avance et asseoir un nouveau leadership. Mais je vais laisser, Laetitia parler des cas qu'on présente ici. Oui, tout simplement parce que c'est parce que on a accompagné, ces 2 marques, hein, bah, Aberlour et Michaël, je te laisserai en parler, parce que tu es beaucoup mieux placé que moi pour le faire. Mais on a simplement, mis 2 choses. C'est vrai que, Aberlour qui avait, c'est une marque, hein, engagée avec une vraie stratégie RSM depuis, plusieurs années, hein, 5 ans, 6 ans, tu rediras ça, Michaël, et qui a décidé, de casser les codes, hein, les codes premium sur ce marché autour de ce qu'on appelle le canister, c'est-à-dire cet emballage spécifique pour le whisky et pour certaines marques d'alcool. Pour des raisons écologiques, hein, pour réduire leur impact, ils ont décidé de supprimer cet emballage qui n'était pas recyclable. Donc, un acte risqué sur un marché, sur ce marché-là. Donc nous, on a travaillé sur une campagne de communication pour, accompagner la marque à, révéler auprès de ses consommateurs et plus largement au grand public le fait que Aberlour supprimait, ces suremballages, non recyclables. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prise de risque, bah, ça a été une réussite. En tout cas, on peut se baser sur les campagnes post-test, puisque cette campagne a été on air en 2023 et 2022. Donc, il y a eu 2 campagnes post-test. Et donc là, on vous livre les chiffres de la campagne post-test de la dernière, où on voyait que sur l'incitation d'achat, pardon, il y avait plus 17 points par rapport à l'année précédente, et 62% des consommateurs qui déclaraient avoir envie d'acheter du whisky à Berlour. Et l'autre point, qui était un item sur lequel la marque avait des attendus, c'était l'item de la modernité. Et que finalement, à la fois l'engagement, la campagne étaient jugés, permettaient à Aberlour de gagner des points sur cet item de la modernité. Donc voilà pour Aberlour. Une autre marque, enfin un autre groupe, le groupe Chantel, et plusieurs de ces marques. Donc le groupe Chantel a vraiment engagé à la fois sur la marque Chantel et aussi sur la marque Darjeeling des engagements assez forts, dont un engagement sur la création d'un produit, une innovation, et ça met vraiment la marque dans un leadership, hein, c'est Chantel One. Et Chantel One, c'est un peu faire de l'impossible, rendre possible l'impossible, puisque fabriquer, concevoir un soutien-gorge, c'est un nombre de matériaux extrêmement important avec des contraintes techniques très très fortes. Et c'était le tour de force du petit tailleur d'arriver, les marques n'arrivaient pas à trouver un système pour rendre ces matériaux recyclables ou utiliser des matériaux recyclés. C'est ce qu'a fait Chantal One.
après plusieurs années de travail. Et force est de constater que ça les a, en effet, ça leur a permis de prendre un leadership par rapport à leurs concurrents. Et l'autre point qu'on voulait vous soumettre, Darjeeling, une marque marque assez historique, au-delà de ses engagements, a décidé en matière d'engagement plus sociétal de mettre en avant le body positive, comme bon nombre, je dirais, de ses concurrents, mais là, en choisissant une mannequin senior qui, là aussi, venait rompre les codes d'image, les codes de communication sur le marché de la lingerie et venait en effet faire avancer la société sur ce sujet du corps chez les seniors. Donc voilà, donc là aussi, c'est une autre façon de revoir, de faire bouger la norme et la communication dans le cadre d'une stratégie de marque engagée avec des engagements solides peut aussi être très puissante pour faire bouger les normes de la société sur un sujet. Donc voilà, deux marques très intéressantes à ce sujet-là. Donc, pour revenir à notre question du début, les stratégies de marque engagées sont-elles réellement des leviers de création de valeur ? Eh bien oui, on espère que vous êtes aussi convaincus que nous. Tout d'abord parce qu'on l'a vu, ça a un impact positif sur la notoriété de la marque. Au niveau 0, il faut déjà pouvoir conserver sa réputation en se conformant aux réglementaires pour ne pas risquer d'être en retard et d'avoir des sanctions lourdes. Et ça vient aussi, de manière plus positive, nourrir la préférence de marque en répondant aux attentes des consommateurs, en les fidélisant, etc. Ça a également un impact sur le business, puisqu'on a vu que ça pouvait permettre de vendre un peu plus et éventuellement un peu plus cher. Et bien sûr, ça permet de prendre un nouveau leadership, puisque en définissant des nouvelles normes qui poussent le marché aussi dans cette direction-là, on tire tout le monde vers le haut et on se place dans la meilleure position. Pour illustrer tout ça. Oui, alors voilà, là on a défini un peu le pourquoi de notre point de vue. Ça semble important de définir sa stratégie de marque engagée. Et donc on a demandé à Michael de nous apporter son témoignage. Merci Michael, je te laisse peut-être te présenter. Puis on a quelques questions à te poser avec Margot, évidemment. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, Michael Couteau, Pernod Ricard France. J'ai rejoint Pernod Ricard France il y a 3 ans en charge de la RSM et je suis maintenant responsable RSE sur les marques et marchés. Merci Mais je vais Mika. Donc, beaucoup plus tu me en fais une bonne parler dans un transition. instant. Ouais. Ouais, tu me fais une bonne transition parce que la première question qu'on voulait te poser, c'est justement sur ton rôle. Donc, il y a 3 ans, c'est ce que tu disais, tu as rejoint Pernod Ricard France et tu as rejoint Pernod Ricard France qui crée un poste à l'époque de responsable RSM. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, agences, conseils sur ces sujets-là. Il y a quelques entreprises qui ont créé des postes comme le poste que tu as chez Pernod Ricard France. Ça nous intéresse et je pense que ça intéresse l'auditoire de savoir en quoi consiste ta fonction RSM, sur la responsabilité sociétale des marques du groupe. Et est-ce qu'elle est créatrice de valeur? Voilà, puisque c'est notre sujet. Est-ce que tu crées de la valeur autour de ton rôle, de ta fonction et quel est ton rôle globalement auprès des différentes marques chez Pernod Ricard France? Oui, donc moi j'ai rejoint Pernod Ricard France il y a 3 ans au sein de la direction marketing d'abord, vraiment en charge de la responsabilité sociétale des marques. Donc c'est vrai qu'au moment où ce poste a été créé, on est toujours d'ailleurs dans un contexte plutôt favorable sur le secteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défiance consommateur sur les spiritueux. On est vu comme des produits plutôt conviviaux, festifs, avec des bonnes images de marque. On a des marques assez fortes et sur un secteur qui tend à se valoriser. Donc forcément, Pernod Ricard France, quand on crée ce poste, on est plutôt dans une posture proactive sur le sujet, hein. On n'est pas plutôt dans une réponse défensive suite à un scandale ou quoi que ce soit. Donc l'idée vraiment en créant ce poste, c'était d'incarner les valeurs du groupe et de la démarche RSE Group pour redescendre au niveau des marques, puisqu'aujourd'hui ça restait très corporate et les marques n'avaient pas encore cette teinte RSE, RSM du coup.
Et l'idée, c'était vraiment d'en faire des leviers de préférence de marque, de notoriété et de premiumness, puisqu'on a aussi des catégories valorisées comme les whisky, les champagnes. Donc le job en tant que tel, il est énormément en lien avec les équipes marketing et les experts métiers. J'ai un peu ce rôle de traducteur du monde amont, le côté très industriel, sourcing, packaging, pour le transformer, justement, le traduire en levier marketing, à la fois dans les stratégies de marque, mais les messages aussi, les messages clés que peuvent porter la marque, tout en assurant un socle aussi assez serein et confiant autour de nos communications pour pas aller dans le greenwashing, évidemment, qui était une grosse crainte. Au début, on était plutôt dans le hushing, comme le terme qu'on voit beaucoup arriver, par crainte justement de faire des impairs sur la partie Mm. communication. Et c'est vrai que du coup, avoir ce poste dédié au sein du marketing sur la RSM, ça envoie aussi ce message, je pense, en interne de c'est un sujet qu'on priorise et qu'on va intégrer petit à petit dans les marques. Merci, Mika. Et alors, si on regarde plus sur l'univers de la marque en tant que telle, concrètement, à ton sens, en quoi la RSM, c'est un levier de création de valeur pour les marques? Et est-ce que pour les marques du groupe, Pernod Ricard, et est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner? Voilà, je pense que c'est toujours des questions qu'on nous pose à nous en tant qu'agence, en tant que conseil extérieur. Et voilà, c'est intéressant de pouvoir t'entendre, toi qui es un peu au cœur du réacteur sur ce sujet-là chez PRF. Ouais, bah en réalité, c'est aussi une question qu'on me pose tout le temps, la création de valeur et la valorisation, le business. C'est vrai que c'est toujours les points importants. Ce qui est sûr là sur les spiritueux, c'est qu'aujourd'hui, la RSM, c'est pas le driver d'achat pour le conso. Voilà, c'est ça, je pense qu'il faut qu'on soit clair, c'est pas le driver d'achat. Pour autant, on en voit clairement aujourd'hui les bénéfices, nous, d'avoir tiré ce fil de la RSM, parce qu'il y a des catégories où c'est c'est voilà, c'est très connecté finalement. Je pense par exemple au whisky où il y a cette image de petite marque boutique, très ancrée dans la nature, la distillerie, etc. Donc aujourd'hui, oui, on le voit bien. Et du coup, moi, pour la création de valeur, je vois bien l'aspect conso et l'aspect aussi business. Sur l'aspect conso, tu citais la marque Aberlour tout à l'heure. Donc oui, on voit bien que ça contribue à cette image de marque. Ça fait maintenant 5 ans qu'on a des campagnes autour de la RSM, autour de la distillerie, de toute la partie eau, circularité et packaging aussi évidemment. Et donc, la RSM, on voit bien qu'elle contribue à la qualité perçue du produit, à Ouais. l'excellence de la distillerie, à la premiumness. Donc, ça permet vraiment aussi de nourrir la marque. Et puis, c'est ce qui est intéressant. On citait les items de modernité tout à l'heure. Nous, sur les spiritueux, on est toujours confronté à cette tension de l'ancien et du moderne, puisqu'on est des distilleries installées depuis des années, mais il ne faut pas aussi être vu comme poussiéreux. Et donc, Ouais. justement, la RSM, elle permet aussi d'apporter cette modernité et ça nourrit la marque. On le voit bien dans l'exemple d'Aberlour, avec aujourd'hui, ça nourrit des projets au niveau de la distillerie pour avancer sur notre roadmap carbone. Ça permet aussi de nourrir de nouveaux projets. On a un projet autour des cours d'eau en Écosse qui viennent aussi donner de nouveaux récits à la marque. Ouais. Donc c'est intéressant et effectivement, l'exemple d'Aberlour nous permet aussi de montrer ça. Mais au global, même si je reprends un step au-dessus sur le conso, on a mené, nous, une étude, moi je me questionnais beaucoup de savoir est-ce que justement la RSM était créatrice de valeur, surtout sur notre secteur des spiritueux, comme je disais, où on était en proactif. Et donc, on a fait une étude conso, on a été on a été interrogé, on est à la rencontre des consommateurs sur plusieurs catégories. Et notre constat phare, ça a été de voir qu'il n'y a pas une catégorie où la RSM n'a pas de résonance. Donc, dit en d'autres mots, la RSM peut toujours créer de la valeur. À certains niveaux, certes, puisqu'on a des consommateurs qui vont le prendre comme vraiment un critère. Bah, sur les whiskies, c'est important d'avoir justement cette marque qui fait bien les choses. C'est souvent ça qu'ils nous disaient, faire bien les choses. D'autres, ça va être des marques, ça va faire partie de leurs préoccupations quotidiennes. Ça va pas forcément se traduire par un acte d'achat, mais ça va quand même contribuer à la notoriété ou à l'image de marque. On sait que par exemple sur notre vodka Absolute, on a toujours ces items de se dire ok, bon bah c'est une image de qualité. Enfin voilà, même si on est sur un univers festif. Et après, on a un peu l'entre-deux où l'engagement, il est presque vu comme un prérequis. Je pense à la marque Ricard, tout le monde sait, Ouais. voilà, le patrimoine français, c'est pas forcément un driver et pour autant, on sait que ça contribue vraiment à en faire la marque qui a le statut aujourd'hui. Donc cette étude, c'était super intéressant de se rendre compte de ça aussi, de se dire que parfois, il y a le strict minimum qui est attendu, de parler de recyclage, d'intégration de matières recyclées, et sur d'autres catégories, il fallait bien aller bien au-delà Ouais. avec l'agriculture régénératrice sur les champagnes, par exemple.
Et ça a permis aussi de déconstruire des idées reçues. On avait aussi toujours cette idée de se dire la Gen Z est super engagée, etc. Et en fait, bah, on se rend compte que nous aussi, nos consommateurs un peu plus seniors sur les whisky, finalement, non seulement ils connaissaient bien les sujets, mine de rien, Ouais, ouais. ils les cherchaient dans la presse économique, etc. Et ils étaient intéressés. Donc ça nous a aussi permis de nous rendre compte de ça au niveau des consos. Et tu me posais la question aussi sur la partie Ouais. business, création de valeur. Je dirais que finalement, c'est même aujourd'hui ce qui nous challenge le plus. On a de plus en plus de demandes de nos partenaires et de nos clients sur ces sujets RSE, RSM. Vous citiez tout à l'heure Carrefour, on l'a vu, hein, nous, Carrefour, donc ils ont lancé cette grande démarche où ils demandent à leurs 100 plus grands fournisseurs d'adopter une roadmap 1.5 sous peine de déréférencement. Donc là, on voit bien quand même que le monde de la RSE et du business se Mm. rencontre et pas qu'un peu dans le cas de Carrefour pour le coup, mais on a plein de sollicitations, hein. Et donc, comme je disais, même si la RSM, ce n'est pas un facteur d'achat, néanmoins, on sent qu'aujourd'hui, elle façonne de nouvelles discussions avec nos parties prenantes, que ce soit la grande distribution, mais aussi même hors domicile, hein. Aujourd'hui, on voit bien, on a d'autres discussions avec les enseignes qui cherchent à décarboner leur scope 3. En fait, en réalité, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc, on fait valoir d'autres items. On n'est plus que dans des discussions tarifs, prix, négo. On arrive à avoir des discussions hors négo, hors revue de catégorie et autres, sur justement nos items RSE. On crée ce nouveau lien. Et même avec des établissements, on a une approche plus collaborative et Mm. on construit des projets aussi sur des enjeux communs avec ces distributeurs et tout ça. Et à l'international aussi, hein, d'ailleurs, on le voit, ce projet EcoSpirit, il y a quelques années, qui sont donc en fait des grands formats de 4,5 litres réutilisables qu'on a lancé sur un projet pilote en Asie et qui maintenant s'étend aussi dans d'autres marchés comme à Cuba. Ça permet de décarboner en apportant du service. En fait, ça apporte du gain de place, ça apporte de la praticité pour les bartenders, ça génère aussi des économies dans certains marchés. Alors, après, chaque marché a évidemment ses spécificités, tout ne sera pas applicable à la France. Mais ça permet de renforcer du lien avec certains établissements stratégiques et parfois même d'aller chercher de l'incrémental en fait avec d'autres établissements chez lesquels on ne pouvait pas être parce que pour des questions économiques ou même écologiques. On a des Mm. établissements qui nous posent. Enfin, moi, je rencontre effectivement des clients qui nous challengent sur ces aspects-là de nos produits. Merci beaucoup, Mika, pour ces exemples éclairants et impactants qui montrent l'intérêt aussi pour le business. Et tu montrais qu'il y a une accélération de tous ces enjeux qui se matérialisent de manière très concrète. Et donc, toi, avec tes 3 années de recul, finalement, quelles ont été les évolutions majeures, aussi bien dans ton poste que dans peut-être un changement, une adaptation des stratégies que vous avez mis en place pour faire face à ce mouvement de plus en plus important? Mm. Bah, comme je disais au début, j'ai rejoint donc Pernod Ricard France dans la direction marketing. Maintenant, j'ai toujours ce rôle de connexion de la RSE avec le business, mais à la direction des opérations, euh, pour être dans une direction d'action et aussi au cœur de la partie technique, mais toujours pour faire le lien avec les marques. Et donc, je dirais que avec le recul et là, en constatant ça, une des évolutions majeures, c'est justement ce lien avec le business qui se renforce vraiment plus. Mm. Donc maintenant, là où j'avais surtout des interactions marketing, maintenant j'ai aussi des interactions avec les commerciaux, la finance, hein, pour intégrer les stratégies, pour l'intégrer dans les stratégies, dans les discussions commerciales, aller à la rencontre des distributeurs, des établissements, et pour aussi écrire les business models liés à la RSE, que ce soit pour définir des business models RSE dans des projets, ou même l'intégrer dans les coûtants de nos produits, hein, parce que développer tous ces projets d'agriculture régénératrice, etc., ça a un coût. Mm. Donc évidemment, ça se sent au niveau aussi de nos produits. Donc vraiment, un point majeur, je pense, c'est vraiment ce lien avec le business beaucoup plus fort. Mais je pense aussi qu'une des évolutions majeures que j'ai pu constater, c'est la montée en compétence de tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, j'arrivais et il y avait des sujets où tout n'était pas forcément compris, même par moi, hein, d'ailleurs, mais parce que forcément, on découvre toujours. Mais aujourd'hui, on a des discussions très riches, très denses, très challengeantes aussi, hein. C'est pas simple toujours de connecter ce monde de la RSE avec le business, en toute sincérité. C'est pas un chemin tranquille, mais pour Ouais. autant, ça montre aussi, ce qui est rassurant, c'est qu'on a les bonnes discussions, hein. Il y a 3 ans, on n'avait pas forcément ces sujets-là. Et finalement, ça veut dire aussi qu'on s'attaque aux bonnes montagnes. Donc, je pense que vraiment, cette montée en compétence de tout le monde, elle est très favorable finalement à la RSE et ça crée certes des frictions sur certains sujets, mais c'est justement les bonnes frictions pour se dire comment on arrive à allier la RSE et le business, là où avant, c'était peut-être le business qui primait.
Donc voilà, c'est passé par des sujets, c'est passé par beaucoup d'éducation, hein, expliquer c'est quoi le 1.5 justement, l'impact du verre, etc. Et aussi ce que je vois, c'est que petit à petit, la RSE, la RSM, elle infuse dans les outils en fait internes. Et c'est d'ailleurs ce qui marche le mieux, parce qu'avant, on venait avec des gros templates, on demandait aux équipes marketing de remplir. C'était pas forcément en lien avec les enjeux de la marque, ni l'ADN, ni voilà. Donc, ça fonctionnait pas. Maintenant, on intègre la RSM dans les présentations de marque. On intègre aussi on demande aussi de créer des supports de formalisation RSM, de l'intégrer dans les process. Voilà, il y a la RSM partout dans nos argus de vente sur nos marques prioritaires. C'est dans des suivis d'études conso. Et même dans le pipeline d'innovation, on a intégré des items RSE comme des items de performance de développement d'inno, au même titre que la partie rentabilité financière, faisabilité et perception conso. Donc, formaliser tout ça, ça a permis vraiment de tester beaucoup de choses. Par exemple, sur la marque Ricard, avec les équipes marketing, on a testé des campagnes sur les terroirs, puis des campagnes sur la circularité. Et donc, au-delà des résultats classiques de campagne, médias, qui étaient d'ailleurs très bonnes, mais forcément, après aussi, on met les moyens. L'idée, c'était plus d'évaluer en se disant, oui, OK, on a la bonne performance média, mais est-ce que finalement, c'est pérenne et est-ce que ça laisse une trace sur la marque? Est-ce que vraiment, on transforme aussi cette image de marque? C'est très difficile à mesurer, mais entre du quanti, du quali, on arrive à se faire des idées. Et donc, on cherche ça, justement. Et on le cherche aussi avec les commerciaux, on teste des tracts ou des opérations promo avec des messages RSM. On l'a fait, par exemple, sur Absolute Vodka avec des messages sur la dimension carbone. Donc, on teste tous ces dispositifs. On voit encore qu'il y en a certains messages qui cherchent de la résonance conso. Donc, comme je disais, malgré les bonnes performances médias à refaire, je pense qu'on ferait certainement autrement pour justement aller chercher ces sujets qui vont transformer aussi cette image de marque. Mais tout ça, ça a vraiment eu la vertu finalement de faire ces tests de campagne, de sujets, etc., de poser le sujet sur la table, de voir aussi qu'il y a quand même un public, effectivement, que ça fonctionne aussi en médias. C'est pas des gros flops, hein, puisque ça aurait pu être aussi une des issues. Oui. Et donc, non, aujourd'hui, ça a mis le sujet sur la table. Ça a permis justement de se dire comment on construit quelque chose de plus long terme. Et donc aujourd'hui, on a toutes ces réflexions stratégiques en disant comment on prend le bon sujet pour le mettre au bon endroit auprès des bonnes personnes dans les plans de marque à 3 ans. Et donc pour finir, ma dernière phrase serait de dire quand même que la RSM, du coup, elle est beaucoup plus infusée et elle vient aussi beaucoup plus en amont dans les réflexions stratégiques, marketing et même dans le pipeline d'inno. Merci Mika. Je pense que voilà, c'est très très éclairant de t'entendre, de voir à quel point la RSM, en effet, elle a plus que infusé au sein de votre groupe et au sein des marques. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de poser des questions à Mika à la fin. Juste pour conclure, comment concrètement on construit une stratégie RSM? Parce qu'on vient de le voir, Mika nous a expliqué, c'est pas simple. C'est un sujet, être une marque engagée, c'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet qui est complexe. Donc, nous, chez LinkUp, de notre point de vue, c'est extrêmement important d'encapsuler les engagements au sein d'une stratégie de marque engagée qui soit en effet solide et qui va un petit peu donner le cap. Alors, plutôt que de vous dire ce qu'on pense, pas ce qu'on pense, mais en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur ces sujets-là. Chez LinkUp, de notre point de vue, une stratégie de marque engagée, ce n'est pas une application de la politique, et je vais vous en donner quelques exemples, mais une application de la politique RSE du groupe à une marque ou à un produit. Ce n'est pas que ça. Ça serait trop simple, en effet. Évidemment, et Mika le rappelait dans son intervention, évidemment qu'on va s'appuyer sur les engagements RSE pour définir la stratégie d'engagement de marque et pour qu'elle soit bien spécifique, bien en lien avec son ADN, évidemment qu'on va aller puiser dans les engagements du groupe. Mais on est vraiment à deux niveaux différents. La RSE est au niveau de l'entreprise, elle ne va pas toucher les mêmes fonctions, elle ne va pas appuyer sur les mêmes leviers. Là où la stratégie de marque engagée, et c'est bien cette notion qu'on a essayé de symboliser avec le PELS, c'est bien deux notions complémentaires, elle est au niveau de la marque, en lien avec son ADN, avec la propre stratégie de marque.
Elle va toucher les produits ou les services en fonction des secteurs et elle va travailler main dans la main avec l'innovation, évidemment le marketing, très drivé par le marketing, les achats en lien et puis évidemment les opérations. Donc, on est à 2 niveaux spécifiques et donc, ça nécessite une stratégie de marque engagée, vraiment de prioriser, de sélectionner les engagements qui vont faire le plus de sens par rapport à ces différentes parties prenantes, les consommateurs étant la première cible. Le deuxième point, c'est qu'une stratégie de marque engagée, de notre point de vue, ce n'est pas un coup de communication. En tout cas, ça n'est pas que ça. C'est évidemment de la communication sur ces engagements, mais penser dans le cadre d'une stratégie, ventiler avec un plan d'activation spécifique et pas un coup de com one shot. On a mis plusieurs exemples sur cette slide. L'exemple du crédit mutuel, c'est en fait un malentendu, une communication maladroite parce que le crédit mutuel est une banque, fait partie des banques très engagées sur son secteur. À force de vouloir faire simple et unique selling proposition, finalement, l'engagement qui est mis là, moins d'encre sur notre carte blanche en plastique recyclé, c'est tout simple et c'est plus écologique. Il y a eu un véritable bad buzz autour de ça parce que cet engagement, qui est intéressant, a été perçu par le grand public comme extrêmement anecdotique par rapport à l'impact global que peuvent avoir les investissements de crédit mutuel. Voilà. Donc, c'est important que la communication, elle soit réfléchie, intégrée dans le cadre d'une stratégie de marque engagée globale, avec un socle d'engagement qui soit suffisamment solide. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, cette campagne, elle n'est pas fausse, simplement, elle a été mal perçue parce que le consommateur ne voit pas le reste des engagements de crédit mutuel, ne comprend pas et donc perçoit un effet coup de communication, un effet manipulation un peu opportuniste, alors que ce n'est pas exactement le cas. Donc, attention à la communication, elle doit être... Il faut y avoir un soin particulier là-dessus. Et en effet, sur Cabaya, là aussi, une communication assez maladroite. Ils ont voulu dupliquer ce qu'avait assez bien fait Patagonia fut un temps. Et là aussi, ils se sont fait taxer. Ils ont un peu eu un effet boomerang. Là aussi, par un manque d'arguments, par un manque de preuves. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire sur une communication. La Patagonia raconter en effet tous leurs éléments de preuve. Donc là, on est peut-être dans un cas extrême. Mais en tout cas, là, on peut révéler un engagement, mais il faut qu'il y ait une solidité. C'est important et intéressant de s'appuyer sur un socle, de pouvoir le revendiquer. En deuxième niveau d'information, ça peut être avec un QR code sur un site internet, mais en tout cas, de rendre disponible l'information complémentaire sur les engagements de la marque. Donc, de notre point de vue, chez LinkUp, c'est important, et vous le comprendrez dans mon discours, de s'appuyer sur des preuves solides et vraiment d'intégrer cette stratégie de marque engagée de façon globale. Donc, mais cette image de l'iceberg avec la face émergée de l'iceberg, avec tout ce discours de preuve qui doit être étayé, factuel, qui va recenser en fait les engagements, tous les engagements de la marque, qui permettra de convaincre et d'avoir ce discours de conviction, que ce soit pour les consommateurs, mais aussi pour d'autres parties prenantes, des ONG, des leaders d'opinion, etc. C'est pas forcément... Donc ça peut être révélé sur votre site internet, par exemple. Et puis, on va construire, et c'est le deuxième niveau, la phase de révélation. Et cette phase de révélation, elle s'appuie sur un discours où là, on va commencer à définir, choisir précisément les engagements les plus emblématiques par rapport à votre cible, les consommateurs, les clients. Et puis, on va encapsuler tout ça autour d'un fil rouge. Et ce fil rouge, il doit être bien en lien, évidemment, avec l'ADN de la marque. Il est là aussi pour interpeller les consommateurs, mais il sous-tend à la fois le discours et puis ce socle d'engagement très solide. Ça nous semble important pour éviter ce type d'écueil.
Stratégie de marque engagée, ça n'est pas non plus, à notre sens, l'apanage des marques les plus engagées. Pour nous, une stratégie de marque engagée, justement, elle doit s'adresser à toutes les marques. Alors, évidemment, il y a différents niveaux de maturité en matière d'engagement. Toutes les marques ne sont pas des plus engagées, mais justement, la première étape, ce qu'on appelle chez LinkUp, comment on peut enrichir son contrat de base, comment on va solidifier sa stratégie de marque engagée. C'est une première étape qui fonctionne aussi en matière de révélation. Je parlais du groupe Bell tout à l'heure et de Kiri. Il y a 7 ans, quand ils ont commencé à travailler sur leur stratégie de marque engagée, ils ont commencé la révélation par raconter ce qu'ils faisaient, leur fromage, comment il était fait, d'où il venait, l'origine. Et puis, petit à petit, ils ont avancé, ils ont passé un certain nombre de strates. Donc, il y a un deuxième niveau, c'est d'essayer de pousser plus loin ces engagements. C'est le deuxième niveau de maturité chez un certain nombre de marques qui ont passé ce premier niveau de, je dirais, de l'origine, du contrat de base, et qui vont avoir besoin de s'engager dans une démarche, de pérenniser leur démarche d'engagement et de cranter finalement leurs engagements. Et puis, la dernière étape, on va encore plus loin en matière d'engagement et là, on passe vraiment à comment on arrive à avoir une contribution, voire une utilité pour la société. Et là où, en effet, la marque peut prendre un leadership en fonction de son secteur, en fonction de son environnement, un leadership spécifique sur un engagement plus fort et en effet travailler pour avoir un impact plus positif sur la société. C'est bien souvent les combats, les grands engagements qui sont portés par les marques sur ces engagements. Le dernier point, une stratégie de marque engagée, de notre point de vue, ça n'est pas forcément un changement de positionnement. On ne va pas forcément révolutionner le positionnement de la marque ou un changement de l'ADN de la marque. Ça, c'est en effet les marques qui se sont fondées sur l'engagement. C'est ce qu'on appelle les marques RSM natives. Mais pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des marques RSM natives. Et ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas faire une stratégie de marque engagée. Au contraire, nous, en tout cas chez LinkUp, on pense que c'est donner finalement une nouvelle expression à la marque, apporter une nouvelle corde finalement à la stratégie de la marque. Vous avez un certain nombre d'attributs, la marque a un certain nombre d'attributs, bien sûr sa promesse, un certain nombre de points. L'engagement vient être une jambe en plus de l'ensemble des attributs de la marque et finalement vient nourrir la promesse de la marque et vient nourrir globalement l'ensemble de ses attributs via sa stratégie de marque engagée. Alors, voilà, une fois qu'on s'est dit que tout ça, tout ce que ça n'est pas, nous, chez LinkUp, voilà, comment vous pouvez vous y prendre? Nous, en tout cas, on a bâti une méthodologie, et je vais terminer par ça, spécifique chez LinkUp pour justement accompagner nos clients dans la définition de leur stratégie de marque engagée, en fonction de leur maturité, bien sûr, hein, c'est ce qu'on s'est dit à l'instant. Donc, il y a 3 grandes étapes, je ne vais pas m'appesantir. Un diagnostic clair, macro, qu'on appelle le RRP. On regarde les risques, on regarde ce que vous pouvez révéler sans prendre de risques et on regarde la démarche de progrès, comment vous pouvez progresser. Donc vraiment, une partie diagnostic à la fois pour s'immerger au sein de la marque et pour apporter une analyse critique et des éléments de preuve et de progrès associés à ça. Puis la deuxième phase, c'est en effet définir la stratégie de marque engagée ou la stratégie de responsabilité sociétale de la marque avec ce point clé qui est la structuration et la définition du socle d'engagement, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, la face émergée de l'iceberg. On va à côté de ça définir le territoire de marque engagé pour qu'il puisse s'accoler vraiment à l'ADN, être cohérent. Et puis, ce fil rouge global qu'on va garder hein, et qui va guider la marque sur plusieurs années au sein de son engagement, au sein de son engagement, je vais y arriver. Et puis, une fois que
stratégie globalement de discours, de révélation a été définie, on passe à cette phase de révélation avec une phase de communication, avec un plan d'activation et de déploiement. Voilà un petit peu les grands points de la méthode. On ne va pas vous la détailler là, on arrive à la fin de cette session, mais en revanche, voilà, évidemment, on est à votre disposition pour venir vous présenter plus en détail comment on aborde les choses et surtout, voilà, à votre disposition pour écouter vos questions, si vous avez des questions. Et Mika, si vous avez des questions pour Michael. Donc, je ne vois pas de questions, en tout cas, sur le chat, mais n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole, ouvrir votre micro. On est là pour ça. Mais si vous n'avez pas de questions, là, ça peut être, en effet, on a mis nos coordonnées. Merci beaucoup. Bonjour, j'avais juste une question très rapidement. Oui, bonjour. Avec plaisir. Bonjour, je suis Clémence Macari, je suis directrice marketing de Savencia. J'avais une question pour Michael, dont l'intervention était très intéressante. Merci, Michael. Je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. J'ai vu que sur LinkedIn, tu venais de changer de poste. Oui. Et dans ce que tu disais, maintenant, tu ne dépends plus du marketing, c'est ça? Oui, effectivement, en fait, côté marketing, en fait, on a voulu étendre ce poste à une fonction plus transverse pour aller aussi toucher à la fois le marketing, mais aussi les fonctions commerciales, finances et autres fonctions support, juridiques, etc. Donc, effectivement, on a fait ce move de passer de la fonction marketing à la fonction opération pour être aussi au cœur d'une fonction d'action, comme on dit, notamment sur une fonction d'engagement, de faire connaître, faire savoir. Là où aussi, il faut vraiment créer ce lien entre l'urgence de notre roadmap carbone et l'accélération business. Donc, effectivement. Donc, tu dépends du directeur des opérations. Tout à fait. Ouais. D'accord. OK. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de configurations, enfin, en tout cas, il y a assez peu de postes quand même de responsables RSM, comme tu l'as été, maintenant tu as changé de poste et c'est un peu plus large. Mais en effet, ça peut dépendre de différentes business units ou en tout cas de différentes entités au sein des entreprises. Chez Bell, il me semble qu'à l'époque, ça dépendait de la RSE. Tu me contredis, Mika? Chez Bell, oui, je ne sais plus. Non, il y a eu aussi une fonction de marketing. Après, il y a eu la RSE. Ouais, je pense qu'on se cherche toujours un peu. Et maintenant, ils ont créé la direction de l'impact chez Bell, où ils mélangent RSE et finance notamment. Exactement. Et vous, chez LinkUp, vos contacts en général, c'est plutôt les directions marketing et vous voyez souvent ces postes de responsables RSM? Non, pas tellement. On voit que ça bouge un petit peu là en travaillant pour un grand groupe spécialisé dans l'électroménager qui était assez connu pour sa direction développement durable, donc au niveau groupe. Et là, en effet, on a été en contact avec l'entité qui travaille sur les marques en tant que telles, donc, et qui vient compléter ce job-là. Donc les choses bougent, mais c'est encore assez restreint. Alors, nous, on est en contact en général, soit c'est la direction RSE qui nous contacte et qui a envie de faire bouger les choses, mais à 80% des cas, c'est plutôt les directions marketing quand on est sur de la RSM. C'est en général ça. Les directions générales aussi. C'est souvent des projets qui sont quand même portés par la direction générale parce qu'en effet, il y a toujours cette question de savoir, et c'est pour ça qu'on a orienté notre présentation sur la création de valeur, parce que c'est la question qu'on nous pose le plus souvent et c'est difficile, et merci d'avoir témoigné là-dessus, Michael. C'est toujours difficile d'avoir des exemples précis sans trahir la confidentialité à laquelle on est assigné auprès de nos clients. Mais voilà, c'est souvent direction marketing, direction générale, et c'est souvent porté par la direction générale. Ok. Non, c'était vraiment super ton intervention, Michael. Merci. 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 Au revoir. Merci.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bah, écoutez, on est arrivé, je crois qu'on est pile à l'heure sur le format. En tout cas, n'hésitez pas, on est à votre disposition avec Margot. Si vous avez des questions, pour répondre à vos questions, ça peut s'organiser. Et puis, n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur notre approche et notre méthodologie que j'ai détaillée en 2 coups de cuillère à peau. Donc, n'hésitez Qui pas. mérite approfondissement Exactement. en fonction des cas. Merci de votre attention en tout cas. Merci beaucoup et Merci, merci bonne journée tout Mickaël. le monde. Merci Mickaël.